Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, aux Vidéorandia du samedi soir. C'est notre troisième rendez-vous en direct, en première sur YouTube, du samedi 30 mars 2024 pour le Vidéorandia numéro 13. Et nous sommes à Pâques, le passage étroit comme on dit, avec monsieur Martin Yanta et Alexandre Timmons. On va parler de certaines notions ésotériques concernant la résurrection du Christ qu'on fête le dimanche de Pâques. Nous sommes en direct, donc le clavardoir est ouvert et vos questions peuvent nous parvenir ici en même temps que nous faisons l'émission. C'était très tôt au matin de Pâques que Marie-Madeleine s'était rendue au tombeau vide et elle rencontra un homme qu'elle a reconnu finalement comme étant le Jésus ressuscité. Et nous avons dans le club créé un témoignage exceptionnel avec M. Martin Yanta, d'ailleurs qui ressemble physiquement à Padre Pio, que je vous recommande d'aller écouter et regarder avec beaucoup de respect. Ici, ce matin, il y avait devant chez moi des traces très étranges. Des traces, non pas des traces de pas humains, mais des traces d'un animal qui n'est pas un chat ni un chien. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Et oui, le petit lièvre, il nous a montré qu'on était à 9 heures un peu passé, là. Ah oui. Alors, j'ai deux invités à vous proposer pour l'émission d'aujourd'hui. Un que vous connaissez déjà, qu'on a rencontré la semaine dernière, qui revient avec ses squelettes énormes, presque monstrueux. Ça rappelle un peu la mort de Jésus sur la croix. Il l'a mis comme ça, les bras écartés. Et l'autre invité qu'on a beaucoup aimé au mois de janvier, il était venu à la fin du mois de janvier pour nous parler de la résurrection du Christ à l'aide de documents actuels, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a communiqué à des humains sur Terre il y a 2000 ans, il y a plusieurs siècles. On les a appelés des saints qui avaient eu des communications. Mais il y en a encore qui ne se feront pas appeler des saints aujourd'hui parce qu'on parle de certains termes que M. Yanta Polchanski n'aime pas tellement. Alors, je vous les présente, vous les connaissez déjà. Alors, tiens, d'un seul coup, nous voici tous les trois. Bonjour, M. Yanta. Bonjour. Yanta. Bonjour. Je vous entends presque pas. Oui, vous m'entendez pas? Oui, là, je vous entends bien. Parfait. Et au milieu, celui qui est... Attends un peu, là, il y en a deux. Il y en a un immense, là. Hey, les yeux bougent. Ouais. Il est vivant. Arrête-toi, toi. Ouais. Ben, OK. Alors, le squelette s'appelle comment déjà? Amadeus Frankenstein. Oh, quel beau nom! Et c'est notre ami que vous reconnaissez, Alexandre Timmons, qui nous a fait un très bel exposé la semaine dernière concernant le crâne, la grosseur des crânes et l'avenir de l'humanité qui, d'après lui, va devenir de plus en plus géant, de plus en plus gros. Les têtes vont continuer à grossir et non seulement le visage va grossir, mais surtout la partie céphalique, là, le crâne pour le cerveau. Et il va élaborer cette théorie et puis il va nous expliquer pourquoi il le voit comme ça. Tandis que M. Yanta, vous le savez, c'est un monsieur beaucoup plus mystique, même, j'allais dire, religieux. M. Yanta, j'ai fait un petit montage d'une image que vous allez sans doute reconnaître. Tiens, voyez-vous? Oui, absolument, oui, c'est la marche. Ça s'est passé hier, vendredi saint, avant-hier, pour les gens qui nous écoutent à partir de Pâques. Oui. Donc, alors, la marche vous faisiez avec partie de la procession et en plus, vous aviez un rôle comme un acteur qui avait un personnage de la passion de Jésus très, très important qui aurait pu changer l'histoire du monde. Il se nomme... Ponce Pilate. Parlez-nous un peu du personnage et de votre implication dans ce rôle, car vous avez joué le rôle de Ponce Pilate, celui qui s'est bien lavé les mains, hein? Oui. Ben, Ponce Pilate, c'était l'époux de Claudia Procula, qui était la fille de l'empereur Tibère.
Ouais. Et ce fait de l'avoir nommé en Judée, procurateur de Judée, n'était pas sans des raisons ultérieures. Dans l'Antiquité, les temples servaient de banque pour les gens qui faisaient des pèlerinages à l'autre. Et bien entendu, comme les Juifs déjà à cette époque-là étaient dans la diaspora tout autour de la Méditerranée, le temple de Jérusalem était la plus grosse banque, la plus grosse caisse d'argent dans l'Antiquité romaine. Et bien entendu, les autorités juives, là, le Sanhédrin, donnaient leur quête aux Romains parce que les Romains assuraient la paix. D'ailleurs, les Romains avaient occupé la Palestine parce qu'il y a eu des guerres civiles entre les Juifs. Et c'est alors qu'ils ont, en quelque sorte, fait en sorte que Hérode le Grand devienne roi. Et c'est Hérode le Grand qui a fait reconstruire le temple. Voilà. Et Ponce Pilate, c'était un ambitieux. Il a été assez dur, assez sévère. On le lui a reproché. Mais dans le cas de Jésus, il comprenait que s'il s'agissait de quelqu'un qui ne voulait pas soulever le peuple contre les Romains, qui développait un message spirituel, c'est certain que Ponce Pilate était très bien renseigné sur ce que Jésus faisait. Et sa femme était en fait une sympathisante de Jésus. On dit, mais ça je n'affirme pas, que le fils de Ponce Pilate, un des fils là, Pilot, avait le pied beau et que Jésus l'aurait guéri. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le fait est que Claudia Procula était tout en faveur de Jésus, est devenue une chrétienne fervente au point qu'à Pâques, donc à cette saison-ci, sous l'Ancien Régime français, la reine de France lisait ouvertement, publiquement, les lettres de Claudia Procula. Ça veut dire à quel point ce personnage était important. Et Pilate était vraiment très indécis. Il a essayé toutes sortes de trucs pour se décharger, pour ne pas être obligé de condamner Jésus. Et comme c'était un ambitieux et un faible, et c'est l'ambition qui a eu parce qu'il voulait surtout pas déplaire à son beau-père, l'empereur Hubert. Voilà. C'est à peu près ça. Ouais. Oui. C'était une étrange d'époque, n'est-ce pas? Et plus ça change, plus c'est pareil. Il a proposé au peuple de voter de manière démocratique. Vous choisissez ou le Jésus Christo ou le Barabbas. Alors, vous voyez, le peuple a utilisé le droit de vote démocratique. Lui, s'en est lavé les mains. Et on sait la suite de l'histoire. Vous avez participé à cette procession. Aviez-vous choisi le rôle ou c'est parce qu'on vous l'a imposé? C'est un rôle que je joue déjà depuis plusieurs années. Oui, autrement dit, la procession a lieu régulièrement tous les ans? Oui, absolument, oui. À Québec? À Québec, dans la vieille ville de Québec, entre 4 églises de Québec. L'église méthodiste, l'église presbytérienne, la basilique cathédrale catholique et la cathédrale anglicane. C'est drôle, on en entend à peu près pas parler. Oui, ben c'est ça. Mais il faudrait que l'événement soit mieux connu. Et peut-être que moi, mon désir, mon sincère souhait, c'est que ça devienne un grand événement avec la musique de la Passion de Saint Jean selon Jean-Sébastien Bach. Et parce que même si les activités religieuses reculent, une activité religieuse qui est en pleine expansion, c'est ce qu'on appelle le tourisme religieux. Et si on arrive à faire de cet événement quelque chose qui est vraiment attrayant pour les touristes, comme Québec est une ville touristique, et que ça se fait vers la Pâque, vendredi saint, et quand il ne fait pas encore assez beau pour les touristes plus frileux, eh bien, je pense que c'est quelque chose, c'est une occasion à saisir pour la ville de Québec et pour les différentes communautés religieuses. C'est aussi une manifestation claire et nette de l'écuménisme et du bilinguisme, puisque ça se fait dans les deux langues. Donc moi, en tant que Ponce Pilate, je parle tantôt en anglais, tantôt en français. Ça dépend de quelle page, si la page est paire ou impaire. Le vrai Pilate, lui, il devait parler le latin, le grec, l'araméen. Il parlait grec parce que dans l'Est de l'Empire romain, c'est le grec qui prévalait. Mais voilà, et les inscriptions sur la croix de Jésus étaient en hébreu, latin et grec. Alors, vous allez écouter un petit peu ce que notre ami Alexandre va nous parler cette semaine.
Vous avez vu l'émission de la semaine dernière où il nous a parlé Oui, des crânes, oui. du volume des crânes et tout ça. Alors, on va lui donner un peu la parole qui nous lance dans cette théorie du futur de l'humanité qui devrait apparaître un jour proche ou lointain, parce que pour devenir immense comme celui qui est derrière toi, ça va prendre bien des générations, je pense. Bonjour, Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui. Salut. Là, vous voulez que je vous parle des générations humaines du futur ou de... Ben, c'est toi qui es le chef d'orchestre ce soir. Dans le fond, c'est toi qui nous as dit la semaine dernière, j'ai pas terminé, j'ai encore plein de choses à dire. Et tu as même proposé que M. Yanta soit avec nous. Alors, on t'écoute. C'était en fait sur le critère de démarcation de qu'est-ce qui est bien ou mal, ce qui est moral ou non. Oui. C'est sûr Ça a intéressé beaucoup M. Yanta. Il a dit, tiens, c'est rare qu'on entend parler de l'aspect moral dans l'évolution de l'humanité. On pense à l'aspect biologique, scientifique, organisationnel, monétaire et politique, mais l'aspect moral. Et pour parler de l'époque de Pâques et de la religion, c'est le bon moment. C'est ça, c'est que les religions, eux autres, ils ont proposé des systèmes d'évaluation de la moralité, que ce soit dans la Bible, le Coran, la Torah juive, etc. Donc, mais c'était des définitions du bien et du mal qui étaient des notions plus absolues. Donc, c'était qu'est-ce que le Dieu pense que c'est bien ou qu'est-ce que le mal, c'était le démon, etc. Donc, toutes les religions se sont calquées là-dessus. Puis ensuite, ils ont décomposé des systèmes pour essayer d'appliquer ça à la vie courante. Finalement, qu'est-ce qu'est la vie bonne, qu'est-ce qu'un bon comportement. Mais moi, c'est ça, j'ai essayé d'expliquer, est-ce qu'il y a une notion de bien et de mal, mais plutôt à l'échelle, non pas divine, mais à l'échelle au niveau de la nature. Donc, autrement dit, pas trop subjectif, mais d'une manière objective. On regarde la nature et on apprend des leçons de façon de vivre. Dans la nature, d'après toi, c'est pas guidé par des idéologies quelconques, spirituelles et autres. Là. C'est ça, c'est plus... C'est une bonne démarche. C'est plus empirique. Monsieur, je demande à M. Yanta, parce que c'est un moment important, tournant dans notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Yanta, qu'on regarde le comportement des animaux, qu'on se dise, comme les animaux fonctionnent avec un certain respect, une certaine organisation, eux, ils ne créeront jamais une guerre mondiale pour faire disparaître tout, alors que nous, on est rendu sur le pas de peser sur le bouton rouge. Oui, ben c'est évident que le fait que nous avons la technologie nous rend extrêmement dangereux, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de la planète, pour l'ensemble de la vie sur la planète. Et ça, on sait depuis qu'on a découvert la bombe atomique. Et la bombe atomique a été créée par des Juifs d'Europe centrale qui avaient souffert de l'hitlérisme et que les Américains ont facilement donc pu motiver à travailler sur la bombe atomique, là, les Oppenheimers. En fait, c'était tous des Juifs qui parlaient hongrois, curieusement. Et donc, on a fait cet excellent film sur Oppenheimer. Oui, par la suite, ils se sont... Oui. Il commence à être présenté au Japon actuellement. C'est la première fin de semaine où le film Oppenheimer, qui a gagné des Oscars, est présenté. Les Japonais sont très déçus parce que on est toujours dans la tête d'Oppenheimer. Ils s'attendaient de voir comment on a jeté la bombe, quel désastre ça a provoqué, reconstitution par l'effrayant, et pas du tout. On est resté dans la tête d'Oppenheimer, un savant qui il vise seulement le développement d'une théorie. Dans la pratique, il avait raison, il est bien heureux de ça, mais c'est triste. Et Einstein aussi était juif. Ben oui, c'est ça. Einstein était juif. Einstein était celui qui a écrit une lettre décisive au président Roosevelt, l'encourageant à développer la bombe atomique. Mais je sais par un ami commun, une personne que je connaissais, qui connaissait Einstein, que Einstein avait des remords à ce sujet. Il se rendait compte que ça avait mené l'humanité dans un cul-de-sac possible. Et actuellement, nous avons le président Poutine qui très ouvertement dit que si on atteint trop aux intérêts de la Russie, il est prêt à utiliser l'arme atomique, l'arme nucléaire. Le danger avec ça, c'est que une fois qu'on commence, on ne sait pas où on doit s'arrêter. Mais ce que je vais vous dire est très très peu connu, mais en fait les Allemands ont réussi à développer
l'arme atomique, et les Japonais également, les Allemands ont donné les plans aux Japonais. C'est quelque chose qui est extrêmement peu connu, mais c'est un fait, sauf que c'était trop tard dans la guerre, ils n'avaient pas les choses pour les lancer. Et ils avaient timidement essayé d'utiliser ça sur une partie du front de l'Est. Les Russes ne savaient pas de quoi il s'agissait, ils pensaient que c'était des armes chimiques, et ils ont menacé que si les Allemands utilisaient cette arme, ils allaient aussi utiliser les armes chimiques. Et comme Hitler avait été un gazé de la guerre, il ne voulait absolument pas de ça. Ah, oui. Donc, en fait... Mais là, vous débordez. Je vais je déborde, je m'excuse. Oui, vous avez tellement de connaissances et d'intérêt. Alors, Alexandre, tu es très, très lumineux. Hein? On te voit à peine dans la lumière. Vas-y. Ben, c'est sûr que la bombe atomique en tant que telle, c'est pas un bien, c'est pas bien ou c'est pas mal. Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait avec. Dans la définition, c'est ça, religieuse, c'est que c'est plus, c'est vu comme des notions de pures, mais en fait, moi, j'ai ramené ça à des réalités beaucoup plus observables, biologiques. Donc, est-ce que si on utilise la bombe atomique dans un endroit très petit, ça détruit presque rien. Mettons, on détruirait le Kremlin ou la Maison-Blanche. Ben ça, c'est pas pour la vie, finalement. L'important, c'est quelles seront les conséquences pour la vie sur Terre, y compris les êtres humains. Donc, moi, ma définition du bien ou du mal, avec mon graphique qu'on présentera tantôt, elle serait plus par rapport à les dommages collatéraux, finalement. Donc, c'est ça, tu sais, je peux vous l'expliquer rapidement. C'est ça, c'est un graphique qui est un peu inspiré d'Aristote, qui aurait fait ça il y a 2000 ans, sauf que moi, je l'ai complexifié. Et puis, c'est ça, vous voyez l'axe vertical, qui est l'axe de la complexification de la matière, le hiérarchisme qu'on appelle. Donc, c'est ça, l'évolution, en fait, elle est verticale. Donc, c'est ça, parce qu'au départ, les formes de vie, quand elles débutent dans la nature, elles sont très simples, comme les stromatolites, etc. Mais là, les organismes monocellulaires vont se complexifier de plus en plus jusqu'à une étape comme nous, dans le fond, les êtres humains, où est-ce que là, ben, on est juste plus abouti, notre cerveau est plus complexe que les autres animaux. Donc, on a des projets plus élaborés, mais ça, il n'y a pas de limite. Donc, il faut aller vers la voie du hiérarchisme, en fait, de la complexification de la matière, qui est une forme d'entropie. Le concept proposé qu'on pourrait voir en bas, c'est la négantropie. Ça veut dire une simplification d'un ordre précédemment établi. Donc, c'est pour ça, moi, l'axe vertical, je la place comme étant une axe de perfectionnisme. En philosophie, on voyait ça souvent, les idéologies perfectionnistes étaient mal vues, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, la nature est elle-même perfectionniste. La nature s'auto-façonne, s'auto-perfectionne, se complexifie. Donc, c'est ce qui est... Dans le fond, c'est ce que la vie, elle veut finalement. Donc, pour la vie, c'est ça qui est le bien. Mais le bien, c'est pas une valeur qui est abstraite. En fait, c'est qu'est-ce qui est bon pour les organismes vivants, ben ça va être bien pour eux. Puis qu'est-ce qui est mal, c'est qu'est-ce qui va être mauvais, ce qui va défavoriser la vie, ce qui va mener à la stérilité, par exemple, au chaos, à la déstructuration, et puis finalement, au final, à l'involution. Donc, la vie, elle déteste évoluer. Pourquoi? Parce que c'est des mécanismes qui prennent tellement de temps que la vie, elle ne veut pas régresser. Donc, si, mettons, les humains, on a évolué d'un chimpanzé jusqu'à aujourd'hui en 7 millions d'années, mais de retourner demain au chimpanzé, ça serait une catastrophe parce qu'on a perdu 7 millions d'années d'évolution. Donc, c'est pour ça la vie, elle, que ce soit la vie humaine ou n'importe quelle l'exovie, l'astrobiologie, ben, ils recherchent toute la complexification. Donc, à un moment donné, comme l'Amadeus Frankenstein, ben, c'est simplement un humain, pareil comme aujourd'hui, mais plus complexifié, plus grand, plus intelligent, parce que son cerveau il va être plus complexifié. Est-ce que j'ai une objection, Alexandre, dans le fait que ton grand géant derrière toi, ça ne vient pas en proportion de le lieu où il vit. S'il vit sur une planète petite, la gravitation est moins forte. S'il vit sur une grosse planète immense, on devient écrasé parce qu'on est écrasé par la pression. On ne peut pas devenir bien, bien grand. Alors, il y a quelque chose, on sait que dans le temps, il y avait des dinosaures, des diplodocus, des animaux immensément grands. Et ils ont été remplacés dans l'évolution, donc pour l'amélioration de leur sort, du sort de la vie, la morale vitale. Ils ont été remplacés par des petits animaux. Ils sont devenus mammifères, entre autres. Et ça a aidé à la prolongation de la vie.
Alors, je ne sais pas, moi, si c'est vraiment authentique de se dire, plus on va devenir grand, gros, avec des grosses têtes, plus on va être évolué. Ben, c'est ça, tu as raison, dans le fond, de dire que, par exemple, si une planète, la gravité, elle est plus importante, c'est sûr que les animaux, ils vont grandir moins vite, mais ils vont grandir pareil. Parce que la grandeur, ça fait partie de ce que la vie, elle recherche pour augmenter ses chances de survie, finalement. Mais moi, dans mon modèle, au départ, oui, OK, j'ai théorisé sur les humains du futur qui vont être plus grands, mais moi, je défends aussi l'idée d'une civilisation fractale, qui a des petits, tu sais, dans le fond, tu as la même génétique, mais à différentes grandeurs. Autant tu as les miniatures, puis ça monte comme ça jusqu'au plus grand, à des géants, par exemple, qui peuvent mesurer 100 mètres, même jusqu'à 1 kilomètre de hauteur. Donc, ceux-là, c'est les plus puissants qui peuvent aider les plus petits. Fait que dans le fond, la fractale, elle se déploie en différentes grandeurs. Donc, même s'il y avait des Amadeus, ou comme j'expliquais, la prochaine étape, les humains de 7 pieds, ça va être Prometheus, ben, il peut y avoir des humains aussi de notre grandeur. Sauf qu'on peut facilement présager que la tête, elle va peut-être grossir parce que c'est avantageux, le cerveau va se complexifier. On va quand même suivre la voie de la complexification. Puis, deuxièmement, sur votre point, vous avez raison de dire que les dinosaures ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence. Puis moi, dans la triptyque que j'ai identifié, les 3 variables les plus importantes, c'est premièrement l'intelligence, qui c'est la variable qui permet d'autodéterminer toutes les autres variables à la suite. Là, j'ai un autre graphique que je vous ai envoyé tantôt, on peut regarder. Puis après ça, évidemment, il y a le gigantisme et puis la longévité. Donc, les animaux, en étant gigantesques, entre un tyrannosaurus et puis un petit lézard, bien, c'est sûr que le tyrannosaurus, il y a beaucoup plus de chances de manger n'importe qui dans la forêt. C'est juste que là, vu que les reptiles géants n'avaient pas l'intelligence, il y avait des petits cerveaux, donc les autres, ils n'ont pas su présager, finalement, arrêter l'astéroïde, la météorite qui les a atteints il y a 65 millions d'années. Parce que si ce n'était pas de ça, les mammifères n'auraient jamais eu d'ère de mammifères comme aujourd'hui. On a eu notre chance, dans le fond, parce que là, c'est sûr que la variable, le tendon d'Achille des géants, c'est la nourriture. Fait que c'est sûr que là, quand les dinosaures, quand la météorite est tombée, les dinosaures, ils ont manqué de nourriture. Mais là, vu qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour trouver d'autres façons de s'alimenter, ben, ils ont péri. Donc, tous les animaux qui avaient plus qu'1 mètre de grandeur, ben, ils ont disparu. Puis aujourd'hui, ben, les animaux qu'on voit, c'est toutes des versions miniatures essentiellement, des anciennes versions que par défaut, la nature, elle avait créé des géants. Là, fait que c'est ça. Oui, on en a parlé la semaine dernière beaucoup de ça. Oui. Ton tableau, gars, j'ai mis l'autre tableau. Est-ce que c'est celui-là dont tu voulais parler? C'est la feuille qui est verte, là. Les 11 voies là, du début, là. Le tout premier tableau avec les 11 tracks pour la vie. Mais ça, je peux vous l'expliquer aussi. C'est les 4 graphiques qui fonctionnent. Ils sont imbriqués ensemble. Ça, c'est. Regarde juste vite. Est-ce que c'est celui-là que tu veux dire? Ça, c'est ça. Vous pouvez le montrer par après. Non, c'est l'autre, une feuille verte que j'ai trouvé les grandes catégories. Qu'est-ce que la vie, elle recherche finalement? Il y a 10 à 11, peut-être un petit peu plus grandes catégories. Ah, peut-être que vous ne l'aviez pas dans les documents. Là. Non, je n'ai pas. Non. Mais c'est ça. Aujourd'hui, ce que je pense qui est le problème, c'est le manque de hiérarchisation. À cause qu'on a voulu créer des sociétés qui sont trop égalitaires. OK? Au niveau de l'égalitarisme, au niveau de l'équité, au niveau des droits, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde est égaux, est égal au niveau des droits, mais la nature, elle, n'est jamais égale. La nature, dans une même famille, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits. La famille à mon père, ils sont 4 garçons. Il y en a 3 qui ont les cheveux bruns, les yeux bruns. Il y en a un qui a les cheveux blonds, les yeux bleus. Tu sais, fait que même avec une même génétique, la nature n'est jamais parfaitement égale. Donc, la nature, elle est plus hiérarchiste, dans le fond, comme j'expliquais tantôt. Donc c'est ça, les égalitarismes, en fait, ils créent un aplanissement, ils créent des idéologies horizontalistes. Donc, à ce moment-là, on ne peut plus évaluer est-ce que finalement manger un ramen, est-ce que ça équivaut finalement à manger un filet mignon dans un restaurant chic? Ben non, tu sais, un ramen, c'est moins de qualité. Donc, on peut évaluer la qualité des objets, la qualité des animaux, etc. On peut tous les placer sur une ordre de hiérarchisation. Donc, à notre époque, là, tu sais, la culture, toutes les cultures sont placées égales, tout est placé égal. Fait que finalement, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui serait mieux, finalement, qu'est-ce qui serait plus évolué. Donc, c'est pour ça que c'est important de remettre un petit peu de verticalité là-dedans, à mon avis, là. OK. Mais oui, c'est ça. C'est pas du verticalisme déiste, par contre, là, que vous auriez, tu sais, ça serait l'ascension verticale, ça serait l'ascension vers Dieu,
Peut-être que vous pouvez faire un lien avec ça, là. Oui. En tout cas, c'est ce que le grand psychologue canadien très connu Jordan Peterson prônait. Lui montrait que les hiérarchies de dominance au sein des animaux, c'est très très ancien. Ça commence avec les homards et il y a les mêmes hormones qui font que certains homards deviennent dominants et d'autres deviennent des dominés, et qu'en fait, partout dans la nature, il s'établit des hiérarchies. Et lorsque deux animaux se rencontrent, ils doivent faire un espèce de combat ou simulacre de combat pour voir lequel domine par rapport à l'autre. Et Mais c'est... est-ce que ce sont des combats à mort ou ce sont des combats Non, non, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ça ne peut cède la pas être des place? combats à mort, sinon ça n'aurait aucun sens. Non, évidemment que ce ne sont pas des combats à Oui, mort. c'est ça. C'est pas comme les humains. Hein. Quand ils se confrontent, c'est à la vie, à la mort. Non, 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 ça c'est exagéré. Il y a plein de conflits entre les humains qui ne sont pas des conflits. Les conflits où on tue sont en fait rares, et c'est uniquement maintenant parce qu'on a des armes à feu et des choses comme ça. Mais en général, même, c'est dans des batailles et tout ça, mais enfin, les batailles, c'est pas l'essentiel de la vie des humains. Mais il y a toutes sortes de frictions bon, même à l'école, là, les garçons se Oui. tabassent les uns les autres, etc. Tandis que les filles utilisent moins la forme physique, mais elles utilisent la mauvaise langue, elles font une mauvaise réputation aux autres filles, etc. Donc elles ont des méthodes Bon, différentes pour assurer le leur Jésus est dominance. ressuscité d'entre les morts, c'est la vérité, dit-on. Oui. Mais on nous parle beaucoup dans la biologie humaine du gène de Dieu. Vous avez entendu parler? Vous parlez à moi ou à Alexandre? À l'un ou l'autre, mais là, vous êtes avec nous, là, allez-y. Est-ce que vous y croyez à l'idée que dans la génétique, on a une prédisposition génétique à s'intéresser à des choses de l'esprit et d'autres, ça leur passe du pied au-dessus de la tête, aucun intérêt, mais ils sont très, très bons dans la matière, de manière scientifique. On touche, on vérifie en laboratoire et dans les mêmes circonstances, on répète la même expérience pour obtenir les mêmes résultats. Tandis que l'autre, c'est subjectif. D'ailleurs, on appelle plus ça des expériences de laboratoire, on appelle ça de l'expérientiel, mais pas CIEL, là, mais ça pourrait être ça. En voulant Oui. dire, c'est une élévation de la conscience et de l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Bon, c'est très possible qu'il y ait un gène, mais je pense que dans notre corps, l'élément qui est le plus associé aux expériences spirituelles, c'est la glande pinéale. Oui. Et cette glande pinéale, quand on a le fameux dessin de Horus, c'est que l'œil de Horus, c'est en fait la glande pinéale plutôt que disons, un œil ou un troisième œil. En fait, ça pourrait être ce qu'on appelle le troisième œil qui est fait. Maintenant qu'il y ait un gène aussi, ce n'est pas du tout impossible. Et il peut y avoir des liens entre ce gène et la glande pinéale. Mais le problème, c'est que chimiquement et de toutes sortes d'autres manières, on peut arriver à bloquer ces choses-là. Vous voyez? Alors, certaines drogues, hein, l'ayahuasca ou LSD, etc., peuvent en fait débloquer et donner aux humains des expériences mystiques. Voilà. On voit d'ailleurs, je pense, est-ce qu'on voit la glande pinéale là? Je penserais bien. C'est à peu près au milieu. Hein, Au milieu, c'est le truc c'est pas la bleu. même chose que la glande pituitaire. Hein. Non, 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 rien à voir, non. OK. C'est le truc au milieu, je pense, non? C'est ça, mais c'est même pas indiqué. Non, ils Bon, disent thalamus. Ouais. J'en ai une autre, on va aller chercher celle-ci. Oui, glande pinéale, en plein milieu. Oui. Qui s'appelle aussi l'épiphyse. C'est ça, il y a l'hypophyse puis l'épiphyse. Ouais. C'est ça. C'est ça qu'on appelle des fois le troisième œil, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et il y en a un spécialiste au Québec qui s'appelle Mario Beauregard, qui, lui, a travaillé avec les petites carmélites et en les mettant dans l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, IRM, a réussi à détecter, à découvrir des secrets du cerveau. Là, je vais retrouver Mario Beauregard. Lorsque les carmélites priaient ou lorsqu'elles avaient des extases, peut-être? Oui, exactement, comme un extase, exactement à ce moment-là. Il voyait très bien sur le, on ne peut pas appeler ça l'encéphalogramme, là, mais c'est lui, Mario Beauregard. Oui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer.
C'est un monsieur qui est très, 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 très engagé dans cette piste. Trouver la conscience, où elle se situe, et il a même écrit un livre comme quoi la conscience n'est pas dans la biologie, elle est à l'extérieur de la biologie, mais on a une relation un peu comme un poste de radio qui reçoit des messages de la conscience qui est capable de capter et d'émettre. C'est fort intéressant. Oui. Et j'aurais aimé le recevoir, mais il est tout le temps occupé, il est tout le temps à gauche ou à droite. Oui. Est-ce qu'il est à l'Université de Montréal? Il est à quel... Ben, il a travaillé longtemps à l'université. Il est allé aux États-Unis pour avoir des fonds. Parce que là-bas, ici, les fonds, ils fondent. Tandis que là-bas, ils en font des fonds. Et il n'a pas manqué d'argent pour réussir à faire des recherches encore plus poussées, reconnues par ses pairs mondialement. Il est considéré comme un des grands scientifiques du 21e siècle déjà. C'est ça. Alors qu'on n'est pas rendu à la fin du 21e siècle, mais... Oui. Si je peux me permettre cette citation du grand Tesla, hein, donc le grand inventeur. Oui, Nikola Tesla, oui. Il a dit que le jour où la science s'occupera sérieusement des domaines parapsychiques, elle fera plus de progrès en 10 ans que pendant les centaines d'années qui précédaient. Tellement nous sommes à la veille de découvrir des choses importantes. Mais évidemment, il y a toujours le substrat biologique, là, comme Alexandre fait allusion. On ne peut pas, même le fait de parler de glande pinéale, c'est quand même quelque chose de matériel qui nous permet de contacter, disons, des esprits ou des essences supérieures. Et ça vous avez lâché le mot drogue tantôt. Oui, DMT, DMT, oui. Oui, DMT. Le DMT, oui. Oui. Le diméthyltryptamine. Oui. Donc, les drogues, en fait, ce que Adam et Ève ont découvert, parce qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est cette fameuse pomme qu'ils ont mangée? En fait, ils ont fait l'expérience de la drogue. Et c'est ça qui explique, avec la drogue, on peut faire des good trips, des bons trucs, et des mauvaises trips. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait eu, dans une séance de LSD, à la fois dans la même séance, des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Donc, il était à la fois allé au ciel et en enfer. C'est vraiment à ça que ça correspond. Le ciel et l'enfer. Et en fait, justement, Alexandre se posait la question, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ben, le ciel, c'est bien et l'enfer, c'est mal. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais évidemment, ça, c'est en dehors de l'univers matériel, quoi. Mais tout ce qui, dans l'univers matériel, nous fait penser à l'enfer, ça ressemble à l'enfer, comme ces horribles conditions dans certaines villes américaines où il y a des gens qui vivent dans les tentes, qui se droguent, qui défèquent dans la rue. Tout ça, c'est mal. Tandis que tout ce qui est ordre... là, tout n'est que, comme disait Baudelaire, tout n'est ordre, calme et volupté. Ben, ça c'est bien. Si c'est et le fait qu'on puisse avec les drogues avoir cette expérience du bien et du mal, et même malheureusement, les drogues nous sont interdites parce que si on devient indépendant des drogues, ben on ne fonctionne plus convenablement comme être humain. C'est ça le danger. Donc, il vaut mieux avoir des expériences mystiques comme les bonnes sœurs carmélites. Justement de manière, disons, naturelle et pas avec des produits chimiques que nous contrôlons mal. Voilà. On voit les champignons magiques, là, la Manita muscaria, la manite mouche. Alice au pays des merveilles est environnée de ces champignons rouges avec des petits picots blancs dessus. Et il y a les drogues naturelles, il y a les drogues artificielles, le LSD et d'autres, et le crystal meth et tout ça. Mais d'un autre côté, dans la nature, il y a de la drogue. On sait que la marula, quand les éléphants commencent à manger à boire de la marula, ben les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre, oui, c'est ça. Oui, les fruits de l'arbre. Fermentent dans leur ventre et alors finalement ils deviennent saouls. Oui, mais alors, ça, dans la nature, comme nous dirait Alexandre, il faut aller vers la nature pour apprendre comment se comporter, comment vivre. C'est ça, Alexandre? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui favorise la vie, finalement, des organismes vivants, la fertilité? Tout ce qui va aller vers la destruction, la mort des organismes, l'infertilité, tout ça, c'est autodestructeur parce que ça nuit finalement aux chances de survie des organismes. Ça, pour revenir
à la définition de bien et de mal amenée par les religions, souvent, c'est que c'est des vérités révélées. C'est qu'on va penser, il y a quelqu'un, un prophète, par exemple, qui va dire, j'entendais la voix de Dieu, Dieu me dit ça, tel truc, ça c'est mauvais, tel truc, ça c'est bien. Et puis là, comme ça reste dogmatique pendant des centaines d'années, des millénaires. Puis là, on ne peut pas vraiment débattre de ça, tandis que mon modèle plus axé sur la biologie, mais là, on peut évaluer, justement, est-ce que les Américains se droguent beaucoup, prennent beaucoup de médicaments, ils sont dans la rue, finalement, ils sont dans des situations de précarité, donc ils sont sur le bord de crever, finalement, puis c'est ce qui arrive, il y a 60 000 personnes qui meurent du fentanyl à chaque année, à ce temps aux États-Unis, là. Ben ça, finalement, c'est mal. Fait que c'est une approche plus terre à terre, si on veut. Là, on cherche moins des notions absolues qui sont difficiles à réadapter au fil de l'histoire. Fait que, mettons, je vais finir avec ça. Je vous donne un exemple. À notre époque, il y a une explosion des pratiques sexuelles à cause de la pornographie sur Internet, à mon avis, là, qui est apparue depuis les années 90. Donc, qu'est-ce qui est la relation sexuelle bien dans un couple? Est-ce que... mais là, aujourd'hui, on nage dans les horizontalismes, où que là, finalement, on est dans les relativismes. Parce que là, on veut tout penser que tout est égal. Toutes les pratiques sexuelles sont égales, mais non. Les pratiques sexuelles, les organes sexuels, ils servent à deux choses essentiellement. Ils servent à éliminer les déchets métaboliques, puis ils servent à la reproduction. Donc, s'il y a des gens qui font juste se frotter sur un arbre dans la nature, c'est stérile, donc c'est pas vraiment bien. Si les gens ils ne font que baiser avec des robots, mais ça ne sert à rien non plus. Il n'y aura pas de reproduction, il n'y aura pas de passation d'une génération à l'autre. Donc, il y a des comportements sexuels qu'on peut considérer comme plus immoraux par la nature, puis d'autres qui sont plus morales, comme avoir une famille nucléaire de nombreux enfants, comme nos ancêtres qui ont fait depuis des millions d'années essentiellement. Mais là, aujourd'hui, on veut tout réinverser ça, mais c'est ce qui fait que c'est des modes sexuels qui sont destructifs essentiellement, puis il faut revenir à une pratique sexuelle normale qui va dans le même sens que la nature. C'est pour ça qu'il faut respecter notre programmation biologique initiale, sinon on s'en va vers l'arrière, puis on va soit évoluer ou on va carrément disparaître. Là. Tiens, des drogues et des expériences mystiques. Oui. Pas seulement par une méditation, une prière, et puis non. Certaines drogues vont amener rapidement, peut-être artificiellement, on sait le résultat de ça. Quand on voit Aldous Huxley, les portes de la perception, on voit très bien, et c'est un gars qui a utilisé beaucoup de drogues pour arriver à des découvertes. Aleister Crowley, celui qui se faisait appeler la bête. Bon, oui. Le journal d'un drogué. Oui. Monsieur Yanta, vous avez un commentaire sur la drogue? C'est comme les langues d'Ésope, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Si on l'utilise de manière, disons, contrôlée, comme les Amérindiens le faisons, les Américains, aux USA, on a essayé d'interdire aux Amérindiens d'utiliser les drogues dans leurs cérémonies rituelles. Mais là, c'était vraiment très bien contrôlé, c'était dans un tipi et les gens étaient préparés. C'est l'emploi sauvage de la drogue qui est extrêmement dangereux. Parce que c'est comme n'importe quoi. Quand on sort du cadre, quand on sort des règles, eh bien, on aboutit à des désastres. Toutes les choses qui sont puissantes peuvent faire le bien comme le mal. Les couteaux sont puissants, permettent de couper la viande, etc., mais ils permettent aussi de se blesser, de blesser d'autres personnes. Il n'y a pas de choses puissantes qui ne puissent être utilisées pour le bien et pour le mal. Les voitures, c'est la même chose. Elles sont très commodes pour nous déplacer, mais elles peuvent causer des accidents, tuer le conducteur, tuer d'autres personnes, détruire une autre voiture et ses passagers, etc. Donc, il est impossible de trouver quelque chose de puissant qui ne puisse pas être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal, et c'est certainement le cas des drogues. Et donc, il faut, pour n'importe quel système, avoir des cadres dans lesquels ces systèmes sont utilisés, disons, avec sagesse. Et ce qui caractérise la modernité, c'est que les gens pensent que tout est permis et que ça dépend de la fantaisie individuelle, alors que l'usage chez les Amérindiens, les drogues étaient justement utilisées collectivement dans des cérémonies bien définies, bien rituelles, etc. Ils s'en servaient et ça devenait un calumet de paix qu'ils fumaient, de paix, alors qu'on leur a apporté de la drogue qui était de la boisson, de l'alcool, qu'ils appelaient l'eau de feu. L'eau de feu, et eux supportaient beaucoup moins bien l'alcool que les Blancs qui leur donnaient.
Donc les Asiatiques et les Amérindiens supportent très mal l'alcool et ça faisait des ravages dans leur communauté. Oui. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les Amérindiens au Canada ont des problèmes de boisson qui sont très sérieux. Oui. Mario Beauregard a fait une découverte avec justement ses systèmes d'analyse du cerveau humain. Et il a découvert qu'il y a certains sons, des fois des infrasons, des sons très profonds. Et vous avez eu vous-même une expérience avec les tam-tams. Oui. Le gros tam-tam utilisé dans certaines tribus qui amenait, là, vous voyez les différents types de sons, de sonorités qui amènent à différents plans de conscience. Sans drogue. Juste la sonorité qui fait la différence. Oui. Oui. Alors, il y a cet effet du hemisync, c'est-à-dire qu'on envoie des fréquences légèrement différentes dans l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Et alors, le cerveau prend une fréquence qui est entre les deux. Et s'il prend la fréquence alpha, c'est le bêta, c'est l'état de veille normal. Et le alpha, c'est une conscience supérieure. Et puis, il y a des consciences encore plus hautes. Et ça, il y a une organisation Mind Valley qui permet aux gens de faire des expériences de ces différents états dans lesquels on met le cerveau, hein, alpha, bêta, theta, etc. Ouais. Tiens, je vais faire vivre une expérience à tout le monde. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais regardez bien ce que je vais vous montrer. Et fixez l'écran de télévision, d'ordinateur, et regardez bien. Cette image, elle est censée bouger d'elle-même. Je ne sais pas si ça se voit, là, mais... Mais en tout cas, elle est très intrigante. C'est une image qui a un effet hypnotique un peu, oui, c'est ça. Oui, en voici une autre. Ah, celle-là est très forte, oui. Celle-là, on dirait vraiment que ça s'enroule, ça s'enroule. Est-ce que ça bouge? Moi, oui, ça bouge. Pour moi, ça bouge, oui. Ah oui, hein? Oui. Ah oui, il y a des effets. Alors ça, c'est des illusions d'optique, mais c'est comme ça que des gens croient avoir vu la Sainte Vierge, peut-être, ou avoir rentré en contact avec des démons ou des choses qui arrivent dans le cerveau, pas toujours par les yeux du corps, mais par l'hypophyse, la pinéale, etc. Notre ami là, qui est fort sur la biologie de l'être, est-ce que toi, tu as une perception de Dieu? Comment tu peux amener à une perception de Dieu? Par la drogue? Par des hallucinations quelconques? Ben, c'est sûr que si vous embarquez les hallucinations ou auditives, visuelles ou kinésiques, ben, c'est sûr que ça va faire en sorte que les gens vont plus croire. Mais moi, je pense que la question de Dieu, on peut l'analyser au niveau de l'astronomie. Est-ce que c'est la cause première de l'univers? Est-ce qu'il s'est causé lui-même avant de créer un monde? Ou après ça, c'est l'approche plus astrophysique ou est-ce l'approche probabiliste? Est-ce qu'un Dieu comme ça est vraiment probable? Est-ce qu'il est même nécessaire à l'auto-structuralisation de l'univers? C'est plus l'approche probabiliste, moi, qui fait que je crois moins. Puis là, surtout, c'est qu'il est non observable. Donc, il est dans l'invisible. C'est pour ça que je qualifie, il y a beaucoup de doctrines qui, à mon avis, ceux-là, vont perdre en force avec les centaines d'années, les milliers d'années. C'est toutes les doctrines invisibilistes que j'appelle, qui sont dans le monde de l'invisible. Donc, c'est sûr que si on croit au Dieu spaghetti, comme les pastafaristes ils ont inventé comme religion, ben là, il y aurait un Dieu spaghetti invisible, personne ne le voit, mais ayez la foi, croyez-y. Ben là, c'est sûr qu'il y en a qui décrochent, tu sais. Au Moyen-Âge, c'était plus facile, mais là, à notre époque, ben, les gens ils veulent des preuves matérielles, mais ça n'empêche pas de développer une spiritualité. Moi, je ne suis pas... on peut développer une spiritualité plus métaphysique, mais à savoir est-ce que le Dieu existe vraiment, au niveau des probabilités, c'est plus boiteux. Là, peut-être qu'il y en a qui croient plus, comme vous dites, à cause du cerveau, la configuration du cerveau. Mais moi, c'est un raisonnement probabiliste que j'ai eu tout simplement, puis observationnel. Donc, est-ce que les lutins existent? Ben, tu sais, il y a peut-être 75 sortes de lutins, il y a peut-être 75 sortes d'anges, 75 sortes d'extraterrestres, mais la science, de la façon qu'elle va procéder avec l'observation, l'empirisme, ben, à chaque fois qu'on a un spécimen, on le met dans une boîte, comme ça, puis on peut monter une grande structure informationnelle, sauf que là, les invisibilistes, les idéologies qui n'ont aucun artefact, mais eux autres, ce n'est que des boîtes vides, comme ça, puis ils montent ça de même. Puis là, à un moment donné, là, tu vas dire, ben, va vérifier dans la boîte 352 s'il y a un ange.
Puis là, on rouvre la boîte, il n'y a rien, il n'y a jamais rien dans aucune boîte. Bien là, c'est normal qu'à un moment donné, le monde, il débarque un peu. Tandis que l'archéologie ou tout ça, il va avoir un petit animal dans chaque boîte. Tu sais, c'est comme ça qu'on peut organiser un savoir. C'est sûr que toutes les idéologies invisibilistes qui sont trop dans le domaine de l'invisible, ben ça va perdre en force avec le temps, puis surtout toutes les méthodes scientifiques, dans le fond, l'empirisme classique. Donc, moi, tu sais, comme dit Christian Page, moi, je demande juste à croire, mais amenez-moi des bonnes preuves. Puis avec un faisceau de preuves, à un moment donné, bon, ben, ça semble corroborer les théories initiales, mais s'il n'y a jamais aucune preuve, tu sais, si on ne voit jamais le Père Noël, on ne trouve jamais les lutins du Père Noël, ça, c'est les yeux qui se sont... c'est des yeux qui n'existent pas tous là-dedans, là, mais c'est des yeux qui ont été dépigmentés, par exemple, dans le Nord, parce que dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc on va perdre toute la production de mélanine. Donc là, quand l'œil est dépigmenté, ben là, il peut, après ça, avoir des pigments qui vont le colorer graduellement. Fait que si vous regardez, mettons, le baby blue, ben ça, c'est plus l'œil des huskies. Les huskies sibériens, qui justement, en étant un animal de Sibérie, l'œil est pratiquement rendu blanc avec une petite goutte de bleu à la fin, là. Puis les yeux verts, ben c'est ça. En Europe, on en a un petit peu. En Écosse, les femmes rousses aux yeux verts. Donc ça, les couleurs comme ça, c'est des gènes qui sont rares. C'est des gènes qui ont pris des millions d'années avant d'apparaître, si on veut. Donc, c'est des gènes qu'il faut protéger aussi, à mon avis, parce que ça fait partie pas seulement du patrimoine génétique des Européens, mais ça fait partie du patrimoine génétique de l'humanité entière. Donc, les populations mondiales doivent aider un peu les Européens à sauver leurs caractéristiques génétiques de couleurs rares. Parce que dans le fond, les Européens, ils ont les billes de couleur, ils ont les 4 billes de couleur, le jaune, le orange, le bleu, le vert, puis un petit peu de gris, comme on voit, mettons, l'œil là, peut-être au centre, il y a un petit peu de bleu dedans, là, mais l'œil gris aussi, c'est un œil dépigmenté. Donc, c'est à toute l'humanité, finalement, essayer de préserver ça, parce que sinon, on va le perdre à jamais. Puis on ne pourra jamais retrouver ces couleurs-là, comme si on échappait des œufs de Pâques à terre avec la couleur, ben on ne pourra jamais les reprendre. Donc, ça, fait que c'est sûr que les yeux, à mon avis, là, c'est parce que là, on est après perdre la couleur des yeux en ce moment, chez les nouvelles générations, à partir des années 2000, les yeux bleus comme ça, là, cherchez-en pas beaucoup en France. En tout cas, les autres, qui ont perdu les yeux bleus, ça fait longtemps. Il faut aller voir plus vers l'Europe de l'Est, où il y a encore toute la belle richesse des couleurs initiales que nos ancêtres avaient. Comme moi, mettons, mon grand-père avait les yeux bien plus bleus que moi parce que c'était un Irlandais, pas de première génération, là, il était 4e génération. Mais c'est ça, même les huskies sibériens perdent les yeux bleus. Donc, c'est les billes de couleur, les œufs de Pâques de couleur. C'est extrêmement précieux. Il faut les préserver, les chouchouter. Puis en ce moment, on n'en prend pas soin. Puis parce qu'on pense que c'est de l'exclusivisme, mais non, il faut en prendre soin. Puis ça appartient à tout le patrimoine de l'humanité. Donc, si les peuples aident les Européens à préserver leur billes de couleur, ben, ils vont pouvoir l'avoir dans le futur. Mais sinon, on va toutes les perdre, cette belle richesse-là. On va retourner seulement au brun. Donc, ça va être variation sur un thème de brun. Puis on va dire, mais comment ça, on avait des super belles couleurs, on les a perdues. Ben, c'est ça, il fallait en prendre soin. Parce qu'il n'y a rien de donné comme ça pour acquis, là, à vitam aeternam. Chez les espèces biologiques, là, il y a des caractéristiques, ça se perd très vite, là, y compris l'intelligence, puis toutes les caractéristiques, finalement, là, des animaux en général. Tiens, je vais vous faire entendre un court vidéo, un extrait d'un entretien qui m'a été fait, qui m'a été accordé par Paul Hellyer. Par qui? Je n'ai pas compris. Paul Hellyer, qui se trouve être l'ancien ministre de la Défense nationale du Canada. Ah oui. Hellyer, oui. Et à qui j'ai posé juste 2 questions. La première, est-ce qu'il ne se sentait pas menacé d'aller dévoiler que depuis qu'il était ministre de la Défense nationale du Canada, maintenant à la retraite, il a dépassé 90 ans, il est décédé. Alors on l'écoute, puis on pourra en discuter. Vous parlez un peu français? Un peu seulement. Oh, good. Non, pas bien. Non, mais j'avais une question un peu personnelle à vous poser. Vous parlez beaucoup. Vous dites, you say a lot of things. You're not afraid? It's partly my age. Ah, okay. Because I'm 91 years old. Wow. I've had a good life. Wow. Yeah.
And Perfect shape. the most they can do is kill me. So, Yes. My second question is, do you think you have a protection from someone else, somewhere else? You see what I mean? la réponse est oui. Oui. Hein. Ouais. Comme vous l'avez vu, il est décédé à 98 ans. Donc la protection fonctionnait bien, en fait. Oui, c'est ça. Hein? Je suis content que vous releviez le fait que, oui, on a parlé après dans des fauteuils et ça nous a permis d'aller plus loin encore. Évidemment, ce n'est pas un sujet qu'il aime aborder en grand public, de parler de ses croyances subjectives, comme on dirait, au lieu d'être objectif, mais pour lui, il y a quelque chose qui l'a soutenu toute sa vie. Et mourir à 98 ans, c'est probablement pas par un attentat contre lui. Ça aurait pu être fait bien souvent avant. Ou alors, il était extrêmement bien protégé. Oui. Alors, l'émission ne tire pas à sa fin, mais on a pas mal à peu près déjà fait le tour. Tu avais un autre tableau. Je l'ai montré tantôt, Alexandre, et tu n'es pas revenu. Moi, vos documents, M. Yanta, que vous m'avez envoyés, c'est des documents Word. Ils ne peuvent pas être présentés comme une image. Oui, c'était pas pour montrer, c'était juste si ce genre de sujet venait à être discuté, c'est tout. Oui, et je vois que vous avez bien sûr beaucoup d'érudition et la notion de Pierre Teilhard de Chardin. Ah. Tout va aller en se complexifiant, comme nous disait tantôt Alexandre. Oui, et lui, il voyait que ça va converger vers ce que lui appelait le point oméga, c'est-à-dire en fait on ne peut pas comprendre ça autrement comme une convergence du développement biologique dont parle Alexandre avec un développement spirituel et que les deux à un moment donné vont converger. Et c'est très vraisemblable. C'est en fait ce que on entend de beaucoup de gens qui sont décontactés, que l'humanité vit maintenant dans un monde à 3 dimensions, mais qu'à un moment donné, le monde entier passe à une dimension supérieure. Mais il n'y a que certaines personnes qui peuvent suivre ça et d'autres doivent retomber dans des mondes plus bas, aux vibrations plus basses. C'est ça. C'est toute l'idée que nous vivons dans un certain niveau de vibration et qu'il y a des vibrations plus hautes et des vibrations plus basses. Bon, voilà, c'est ça. Mais ça ne touche pas directement notre corps, ou ça touche plutôt, si on croit à cette théorie des poupées russes, que nous sommes une série de corps emboîtés les uns dans les autres, et le corps extérieur, ça c'est le corps physique que nous voyons, mais qui a toute une série de corps plus intérieurs qui, chacun, fait fonctionner ce corps physique, lui donne sa forme et lui donne ses instincts, ses motivations, sa conscience, etc. Quoi. Bon, c'est la théorie classique, disons, des religions orientales. Regardez ce que Karl Marx disait, la religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. Oui. C'est une forme de drogue, la religion. Oui. On est capable d'avoir des orgasmes, on est capable d'avoir des extases, sans toucher à de la drogue, simplement par des croyances, des conceptions. Oui, mais Karl Marx, oui, bien sûr, c'est celui qui a en quelque sorte popularisé l'athéisme, mais profondément, Karl Marx n'était pas un athée, il était un antithéiste. Il était opposé à Dieu, il était un prométhéen. Il s'identifiait avec Prométhée. Et c'est par la suite, grâce à son ami Bauer, qui lui a fait comprendre que propager la haine de Dieu n'a pas de chance, il vaut mieux propager l'inexistence de Dieu. Mais en fait, tous les mouvements marxistes issus du marxisme socialiste et autres, ils sont tous ouvertement contre la religion. La forme qu'a pris le marxisme actuellement aux États-Unis, c'est le wokisme. Et le wokisme est très ouvertement anti-chrétien et anti-religieux.
Il faut jamais oublier ça. C'est pas une question de justice sociale ou d'égalité sociale. C'est d'abord une question de étouffer la religion. Et l'idée que j'exprime en anglais, c'est remplacer God par Gov. Gov, c'est le gouvernement. C'est vraiment oui, ça. Gov. G-O-V au lieu de G-O-D. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. In God we trust or in gold we trust. In gold we trust, ça c'est les capitalistes. Oui, oui. C'est in Gov we trust. Alexandre. C'est évidemment l'idéologie de notre Premier ministre Justin Trudeau. Il veut mettre son nez partout, il veut s'occuper de tout. Il pense qu'il est le... Voilà, c'est ça. Tu avais proposé un tableau que je le présente. Là. Je ne sais pas si c'est celui-là que tu voudrais parler. C'est ça, c'est les approches principales que je pense que l'humanité, dans le fond, c'est sûr, on va rentrer dans ces catégories-là. Donc ça m'a pris quand même 4 ans à faire. C'est ça. Vous voyez, mettons, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Bon, l'humanité, mettons, en ce moment, on est au centre du graphique. Bon, si, exemple, on n'évoluerait pas du tout, on irait seulement qu'avec la ligne verticale, il y aurait une espèce de stagnation, on resterait identique. Mais ça, j'ai compris que c'est pratiquement impossible. On ne peut pas rester identique parce que la nature, elle évolue ou elle évolue toujours. La seule façon de rester identique, c'est de préserver notre ADN dans le froid. Donc, la ligne du centre, on va la prendre, mais bon, soit ou par en arrière, soit qu'on régresse. On retourne à des états antérieurs de notre évolution. Comme je disais, la biologie, elle déteste régresser parce que c'est tellement long aller chercher des nouvelles caractéristiques qu'elle ne veut pas retourner. Donc, pour nous, les êtres humains, ce serait comme si on retournait dans l'arbre. Tu sais, mais on ne veut pas retourner dans l'arbre. On veut devenir géant, on va devenir plus intelligent, on va aller chercher d'autres planètes, d'autres galaxies. Donc, c'est ça, on va prendre un chemin soit vers les deux formes de matériel qui peut exister, c'est soit vers la robotique ou vers la biologie, entre guillemets optimisée. Donc, un penseur comme Laurent Alexandre ou Elon Musk, les autres vont plus croire qu'on devrait aller vers, parce qu'en fait, c'est une forme d'eugénisme, on devrait devenir un robot. Mais moi, je suis contre cette approche-là parce que je pense que là, plus qu'on devient un robot, mettons à 1%, 5%, 10%, plus que 50%, mais là, on n'est déjà plus un être humain. Là. Donc ça, la robotisation de l'humanité ou le transhumanisme, ça, en fait, ça va se conclure par une déshumanisation stricte. Parce que je pense que c'est un piège, en fait. Il ne faut pas devenir un robot, comme on voit dans le film Virus avec Donald Sutherland. Il faut plutôt aller vers une surhumanisation, que ça va advenir, comme avec les théories que j'explique, soit par les accouplements sélectifs ou par les manipulations génétiques dans le futur, évidemment. Puis, mettons, vous voyez la diagonale entre ça. Pour exemple, la voie moléculaire, en fait, et non atomique, parce que les robots, eux autres, c'est que des atomes, ils n'ont pas de molécules. Les molécules, ça, c'est le vivant. Tu sais, c'est sûr, les extraterrestres, eux autres, au niveau de leur évolution moléculaire, ils sont plus avancés. Donc, tu sais, c'est sûr que les humains qu'on va envoyer, mettons, dans une autre galaxie, ça se peut qu'ils vont rencontrer des extraterrestres. On ne pourra pas contrôler parfaitement comment ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont se mélanger avec les extraterrestres? On ne le sait pas. Ça va être difficile à contrôler ça ici à partir de la planète Terre, mais on sait que ça va les faire évoluer, mettons, plus rapidement au niveau de l'intelligence, des trucs du genre. Mais moi, je suis plus puriste, traditionnaliste. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vers la robotique. On ne pourra pas rester pareil parce que l'évolution est toujours opérante ou l'involution. Il faut pas retourner en arrière à des étapes antérieures, mais il faut vraiment aller vers la voie de la surhumanisation. Puis c'est pour ça l'Amadeus Frankenstein, c'est exactement ça. C'est un humain pareil comme aujourd'hui, mais tu sais, qui est tranquillement pas vite, ben, il évolue. Puis les extraterrestres, eux autres, ben, au lieu d'attendre des millions d'années, ils vont essayer d'accélérer un peu leur évolution. Donc, parce que c'est deux formes d'eugénisme. En fait, l'eugénisme vers la robotique ou l'eugénisme vers la biologie. Celui de la surhumanisation va être beaucoup plus salvateur. Donc, je pense qu'il faut prendre cette voie-là pour les prochains millions d'années. Puis, parce qu'on ne peut pas vraiment atteindre d'autres états, à mon avis. Là. Moi, j'ai placé une ligne là, substrat matériel inconnu. Par exemple, on se mélangerait avec, comme mettons, vous dites, l'auteur que vous aimez beaucoup, Bernard de Montréal, qu'on se transformerait en être de lumière. Peut-être on va se transformer en semi-fantôme, mais ça, on ne le sait pas trop. Là. Mais sinon, ça va être la voie matérielle typique, là, moléculaire de la biologie. Donc, il faut aller vers la surhumanisation et non pas la déshumanisation par la robotique. Et aussi, mettons... Il y a un autre tableau que tu m'as fait parvenir. Je le montre. Je l'ai, celui-là, mais appliqué, mettons, aux États-Unis ou à la Chine, à mon avis, que là, dans le fond, il y a...
sais, on voit les Chinois, eux autres, ils n'ont pratiquement pas d'immigration. Ils n'ont pas beaucoup de femmes parce qu'ils ont eu la politique de l'enfant unique assez longtemps. Sauf que là, les Chinois, ils vont chercher des femmes en Asie du Sud. Mais là, en ce moment, ils travaillent sur les utérus artificiels. Fait que les Chinois ou les Japonais prennent très peu d'immigration. Les autres veulent rester pareil. Donc, ils ne se métisseront pas. Dans le fond, ils vont rester Chinois, 100%. Après ça, pour avoir sorti avec une Chinoise à un moment donné, là, dans le temps à l'université, là-bas, l'Internet est contrôlé, donc il n'y a pas d'effet de pornographication de la jeunesse. Donc, les femmes là-bas, les hommes, les sites Internet sont partiellement bloqués, fait qu'ils connaissent pratiquement rien du sexe. Donc, les autres, ils vont pas vers le transgenrisme parce que les États-Unis, les autres, ils produisent beaucoup de films pornographiques, mais là, il y a un effet de transgenrisme, de toutes les dérives, finalement, comportementales y apparaissent. Donc, les États-Unis, les autres, puis aussi les États-Unis, ils veulent devenir des robots. Comme j'expliquais, je veux dire, les gens comme Elon Musk, ils ont plusieurs penseurs qui vont vers la voie de la robotique, tandis que les Chinois, eux autres, j'ai pas vu grand-chose qui veulent se robotiser. Les autres vont plus vers le séquençage d'ADN. Ils ont séquencé 2500 surdoués pour essayer d'identifier les gènes de surdouance. Ils prennent, eux autres, la voie moléculaire. Donc, je pense que eux autres, leur modèle, il va être plus profitable, finalement, à long terme que de devenir un espèce de robot transgenré à moitié, tout métissé, en fait, parce que on parle beaucoup de diversité, inclusion. C'est vrai, la diversité, c'est important, mais si on la met toute au même endroit puis que les espèces peuvent se reproduire entre elles, il n'y en a plus de diversité après quelques centaines d'années. Tout le monde s'est accouplé ensemble. Comme si on met tous les véhicules qui existent, on les met tous dans la même cour à scrap, mais là, tous les chars peuvent se reproduire entre eux autres, mais à un moment donné, il va y avoir juste une sorte de char. Donc c'est ça. Fait que les autres, c'est les choix de société cosmopolite diversitaires. Finalement, ils vont tous se métisser entre eux autres, même si au départ, les gens étaient tous parfaitement... ils arrivaient tous de leur région respective planétaire. Là. Donc, c'est ça. Le modèle américain, à mon avis, c'est pas le bon modèle à prendre, à prendre à bras le corps. C'est vraiment plus le modèle chinois où les autres, ils se robotiseront pas trop, mais ils vont tranquillement, pas vite évoluer vers des voies génétiques plus abouties. Et puis, ils se métisseront pas trop non plus. Ils vont pouvoir garder leur identité génétique de leurs ancêtres, finalement, chinois, qui est une civilisation qui date de plus que 5000 ans. Là. Puis, il faut surtout pas aller par en arrière. Ça, c'est sûr que c'est le pire. Là. En passant, j'ai eu le temps d'aller voir le clavardage. Le clavardoir est ouvert pour le en direct du samedi soir, le 30 mars 2024. Et Barthélemy qui écrit beaucoup, même sur notre Facebook. J'aimerais bien ça, Barthélemy, si tu veux m'écrire à glenufo@gmail.com, parce que tu serais intéressant à rencontrer, à discuter dans nos émissions qu'on fait actuellement là, pour un bout de temps, là, pour une douzaine de semaines en direct. Alors, tu as posé la question et moi-même, je suis d'accord avec toi. Alors, Alexandre, ça s'adresse à toi. Dans l'histoire de l'humanité, on le sait dans les textes anciens, dans des textes sacrés, aussi bien que dans des textes profanes, il y a eu sur la Terre des êtres humains géants. L'époque des géants, on a dit qu'ils ont copulé avec des femmes, des hommes qui trouvaient belles, puis finalement, ça a produit les géants. Alors, des géants, il y en a déjà eu, puis on a rapetissé. Là, on a grandi, devenir de plus en plus grand. Dans les années 60, on était l'apogée de la grandeur en Amérique du Nord. Et depuis les années 70-80, on rapetisse comparé à ce qu'on était plus grand. Alors, je ne sais pas comment tu peux expliquer ça. Tu sais, la théorie des géants, c'est dans la théorie plus ancienne astronaute. Là. C'est sûr que ça... Non, c'est dans les textes sacrés comme la Bible. C'est dans des textes... Néphilim, on les appelle. Néphilim. Okay. Oui, les Néphilim. Oui. Exactement. Comme j'expliquais, on a bien beau avoir n'importe quelle explication sur l'histoire. Si on n'a pas d'artefacts pour prouver nos dires, on les trouve pas, les os de Bigfoot. Il y a bien beau avoir plein de monde qui disent qu'ils les observent. On ne trouve pas un Bigfoot, mais on trouve plein de squelettes d'Australopithecus de 4 millions d'années. Donc, c'est pour ça. Moi, les anciens géants, je les vois pas. Amenez-moi un bel os là, comme ceux-là que j'ai en arrière, là, une espèce d'os de mammouth, on prend l'ADN. Celui que tu as en arrière, c'est-tu un vrai, ça? Ben non, c'est fait en plastique. C'est en plastique, là. Mais amenez-moi des ossements comme ça, je vais le croire. Mais pour l'instant, on n'a pas d'ossements depuis longtemps. C'est que des explications. Puis, mais
c'est ça, les gens, non, ils étaient plus petits avant plutôt parce que, mettons, ben c'est ça, on part du chimpanzé. Donc, tu sais, même au Moyen-Âge, les gens étaient petits. On regarde les portes de châteaux en Europe, elles étaient très petites. Non, c'est le contraire. On grandit de plus en plus. Les jeunes, à cette heure, moi, parce que je fais des recherches là-dessus, fait que je questionne souvent les jeunes que je vois qui sont grands. Puis il y a beaucoup de 6 pieds 4, de 6 pieds 7. Fait que l'humanité, on grandit. Parce que c'est ça l'évolution, en fait. La nature, elle aime ça, créer des grosses créatures qui sont plus fortes, qui ont plus de chances de survivre. Donc, je pense pas les géants, ils étaient autrefois. En tout cas, j'ai vu aucune preuve vraiment matérielle. Puis, on n'a pas, tu sais, on rapetisse pas. En ce moment, ce qui arrive plus, c'est que l'intelligence diminue. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça, Richard, il avait dit ça la semaine passée. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation de l'intelligence qui a plafonné dans les années 90, qui allait sûrement avec l'augmentation du niveau d'instruction. Mais à partir des années 90-2000, il y a une stagnation, puis là même, ça diminue. Mais les gens, ils continuent à grandir, par exemple. Là, parce que les gens, on gagne, comme j'expliquais l'autre fois, 6,85 pouces par million d'années. Donc c'est ça. Parce que là, les têtes, ils rapetissent. On redevient brun, finalement. On perd toutes nos caractéristiques qu'on avait en Europe, que les gens, juste le 200-300 ans, étaient plus pâles encore. Les yeux étaient plus bleus. Donc, non, c'est ça. Il faut vraiment... Tu sais, en tout cas, je ne veux pas vous prendre votre parole trop, mais tu sais, pareil comme dans chaque entreprise, que ce soit avec des animaux ou des objets matériels, il faut toujours regarder un peu, est-ce qu'il y a une diminution de la qualité, finalement, dans la chaîne de production. Les humains, ben, c'est la même affaire. Il faut être capable de voir, est-ce qu'il y a une augmentation de la qualité ou une diminution? Et puis, il faut faire un test d'échantillonnage avec, tu sais, pas à tous les 1000 ans, mais à toutes les décennies ou à toutes les centaines d'années, pour être sûr de ne pas retomber à des étapes antérieures, comme j'expliquais tantôt, où est-ce que là, finalement, on rapetisserait, on deviendrait de plus en plus con. Ben là, il faut essayer d'aller à l'inverse, là. Aller vers des super étapes. Alors, je vais vous relancer pour terminer l'émission avec, vous le connaissez peut-être, le calendrier scout. Il est bien écrit, calendrier scout 2024. Vous le voyez, là, il est très bien écrit. Ah oui, Geneviève va me dire, mets-toi en plein écran. Bien sûr. Alors, allons-y. Parce que c'est important. Ce que je vais vous montrer, j'en reviens pas. Puis, je pense que c'est un blasphème. C'est le calendrier scout. Je l'ouvre. Et à l'intérieur, on retrouve toutes nos indications de nos rendez-vous puis toutes nos affaires. Oui, mais on est sur le mois de mars. Et dans le mois de mars, la date du 31, c'est ça, le 30, 31? Oui, c'est ça, le dimanche. Parce qu'ici, c'est le samedi, le 30, et le dimanche qui est le premier jour. Donc, c'est un calendrier juif. Parce que pour eux, le 7e jour, le Dieu se reposa, c'est le sabbat, le samedi. Oui. Alors, pour les chrétiens, ça devrait être le dimanche qui serait à la fin. Donc, c'est un calendrier de mentalité juive, propriétaire et juif. Et je ne sais pas si vous allez être capable de lire ce qui est écrit. J'espère que vous pouvez le lire un petit peu. Non. Lisez-le, s'il vous plaît. Oui, je vais le lire, mais pour les gens qui voudraient arrêter sur l'image. La journée des transgenres. Ah, mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Et c'est avant Pâques, oui. Ça, c'est... Ouais. On est le 31, le jour de Pâques, c'est devenu, figurez-vous, la journée internationale de la visibilité des transgenres. Ah, c'est très grave. C'est très grave. C'est un sacrilège, c'est un scandale. Oh, c'est d'aller chercher exactement... Ça signe l'œuvre du diable. C'est clair, là? Pour moi, là, ça, c'est un signe qui apporte l'œuvre du diable. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une date précieuse, puis on s'en sert pour la ridiculiser et la détruire. Et on pense peut-être gagner la victoire de cette façon-là. C'est un peu comme les baveux dans les cours d'école. J'ai travaillé comme professeur dans le bas de la ville de Montréal. Et il y avait des baveux comme ça qui étaient capables de toujours faire la loi et l'ordre à leur manière. Puis ils frappaient sur les moins forts, puis sur ceux qui sont pacifistes. Alors, il y a peut-être le gène de Dieu, mais il y a peut-être aussi le gène de la bonté, de la paix. Et d'autres qui possèdent un gène ou qui est éteint et qui ne fonctionne pas. Alors, on va continuer d'en discuter dans les semaines qui viennent. Et je vous recommande, à vous le public qui nous écoutez, de
vous proposer comme invité, si vous avez des bonnes connaissances, des notions que vous pouvez débattre pendant 1 heure et demie, il faut être capable de se préparer pour faire des émissions. Là, j'ai préparé avec des documents que mes invités m'ont fournis pour avoir beaucoup de matériel ensemble. Ben voilà. Alors, un mot de la fin. Vas-y, Alexandre, rapidement. Un mot de la fin, c'est-à-dire 30 secondes. Pour faire un lien avec ce que vous dites, mais justement, dans la nature, on n'observe aucun animal transgenre, à part les animaux hermaphrodites, qui sont des exceptions qui confirment la règle. Donc, que l'humanité, ça, c'est encore les relativismes opérants. On pense que la sexualité la sexualité multiple mâle-femelle, c'est existant. Non, ça n'existe pas dans la nature. Donc, c'est immoral, au fait, au plan de la biologie. Puis c'est aussi involutif. Ça va nous ramener à des étapes antérieures. Puis ça entraîne la stérilité, finalement. Ou est-ce que là, pour une idéologie, un concept, on stérilise une jeunesse? Ou est-ce que là, on va enlever les organes génitaux des enfants à notre époque? Donc, c'est très grave. Faut vraiment... Et M. Yanta, un mot de la fin? Oui, certaines des évolutions dont Alexandre a parlé se passent beaucoup plus vite qu'on ne croit. Les Coréens sont très homogènes comme population, c'est vraiment racialement très homogène et au point de vue de la langue. Mais la division politique fait qu'actuellement, en Corée du Nord, les hommes sont une tête plus petits qu'en Corée du Sud. Et on peut voir ça avec leurs soldats. Donc, c'est dans les années 50 que la Corée a été séparée. Oui. Et à cause de la mauvaise nutrition, etc., qu'en Corée du Nord, ils sont d'une tête plus petits. Donc, certains de ces trends dont parlait Alexandre sont beaucoup, beaucoup plus rapides qu'on ne croit. Voilà. Et une phrase qui a été dite par Jean-Paul II, le pape polonais, hein? Oui. Ça vous rappelle vos origines? Oui. Il disait: le suaire est une provocation à l'intelligence et le miroir des évangiles. C'est excellent comme phrase. C'est vraiment très brillant comme phrase et c'est totalement vrai. Oui. Oui. Alors, moi, je recommande à tout le public d'aller regarder dans le Club Créé l'entrevue que m'a accordée Martin Yanta, qui est avec nous. Et c'était un pont entre l'émission du mois de janvier où on avait parlé ensemble de la résurrection. C'était quelque chose que vous nous avez proposé d'aller regarder dans les textes apocryphes ou même dans des textes transmis par l'Esprit Saint à des gens qui étaient, certains étaient vraiment des mystiques. Je pense à la religieuse là, qui était dans un couvent, là, qui a écrit la vie de Jésus comme si elle avait été témoin tout le long. C'est ça, c'est ça. Ben voilà, c'était notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie à tous les deux. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. On se lance dans une aventure à chaque semaine. Êtes-vous bon pour revenir, M. Yanta, à votre tour, 2 semaines de suite? Parce que j'ai pensé inviter notre ami Alain Niala bientôt. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera dans 2 semaines ou 3. Et peut-être que quelqu'un du public, je pensais à Barthélemy, qui dirait: ben moi, je suis prêt à participer. On va discuter de toutes sortes de sujets. Proposez-moi les sujets qui vous intéressent. Et vous serez mon invité pour un de ces bons samedis soirs en direct et en reprise éternellement après. D'accord. Merci tous les deux. Merci, Alexandre. On a fait 2 semaines ensemble, puis je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Ça a été très agréable. Et les tableaux qu'on a pu lire ou difficilement lire sur l'émission, on les met dans le Club Créé pour que les gens puissent... Pas le Club Créé, mais le complément surprenant. Tout le monde pourra aller les lire, prendre attention. Puis, est-ce qu'on met ton adresse courriel si des gens veulent te contacter? Oui, mais c'est sûr, j'ai une page sur Facebook, tout ça, là, fait que les gens peuvent suivre mes recherches que je publie journalièrement. Là. Bon. Ça va me faire plaisir de répondre à vos interrogations. Ben, bravo. Parfait. Alors, je vous quitte là-dessus avec un nouveau générique exprès pour la finale. Merci à tous les deux. Merci tout le monde de votre attention. Soyez généreux parce que c'est moi qui pitonne. Geneviève, elle nous regarde d'elle d'en haut du salon, mais c'est pas parfait comme quand c'était elle. Hein. Alors, on continue comme ça. Bonne semaine à tous et on regarde le générique jusqu'à... Nous venons d'assister au Vidéorandia du samedi soir en direct. 3e diffusion en direct et en première
Nous étions samedi, le 30 mars 2024, pour le Vidéorandia numéro 13 sur YouTube. Puis les traces d'un petit lièvre devant la maison nous rappellent que nous étions à Pâques, très tôt le matin. Conception, animation et montage Richard Glenn, les jotélistes du Nouveau Monde, nos deux spécialistes Martin Janta-Polchenski et Alexandre Timmins. Le complément surprenant à l'adresse orandia.com continue à vous présenter du matériel qui complète bien, en complément, l'émission d'aujourd'hui. À la régie, Spirale, et le concepteur du site du Club créé, François Deschamps, webmaître, à l'adresse orandia.ca. Et maintenant, vous connaissez l'expérience de Marie-Madeleine qui a retrouvé un homme qui lui disait « Non, femme, ne me touche pas ». Parce qu'il n'était pas complètement intégré dans son corps biologique humain alors qu'il venait de vivre la résurrection. Ben oui, des traces d'un être humain, ça se retrouve dans la neige, aussi bien qu'un lièvre qu'on n'a jamais vu. On n'a pas besoin de le voir pour le croire. Il est passé par là, ce petit lièvre de Pâques. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Et à bientôt.